Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous avons trouvé d'autres survivants. Aucun d'entre nous ne peut partir et je crois savoir pourquoi. Je ne sais pas depuis combien de temps nous roulions. Amara était assise sur le siège passager, les pieds posés sur le tableau de bord, entre le sommeil et l'inconscience. Je n'avais dormi que 3 heures, et je fonctionnais grâce à cette concentration qui s'installe quand la panique dure depuis si longtemps qu'elle en devient un trait de caractère. L'autoroute était déserte depuis des heures. Tout était désert depuis des jours. Nous n'avons pas parlé de ce que nous avions vu. On en arrive à un point où en parler revient à revivre tout cela. Nous avons trouvé un bâtiment par hasard. La route bifurquait de l'autoroute principale sans aucun panneau, descendant en courbe comme si elle cherchait à rester cachée. Amara l'a repérée la première. Elle a posé sa main sur mon bras sans rien dire, et j'ai ralenti. Et nous l'avons regardée tous les deux. Une lumière blanche provenait de quelque part sous terre. Stable, électrique et complètement impossible compte tenu de tout ce qui se passait à la surface. Nous nous sommes regardés et nous sommes entrés. Il y avait peut-être une trentaine de femmes à l'intérieur. Elles se tenaient debout en silence lorsque nous sommes arrivés. Et l'expression sur leur visage a fait naître quelque chose en moi. Ce n'était ni du soulagement, ni de l'accueil. C'était quelque chose de plus proche de la terreur. Et sous cette terreur, quelque chose qui ressemblait presque au chagrin. Plusieurs d'entre elles avaient des armes. J'ai baissé la vitre. « on cherche juste... » « Coupez le moteur !» Une femme courait déjà vers nous, murmurant si fort que ses mots semblaient sortir comme si elle les grattait au fond de ses dents. « La voiture, éteignez-la tout de suite! Vous comprenez ce que vous avez fait ?» Nous sommes sortis lentement. Le moteur cliquetait en refroidissant. « C'est trop bruyant !» a-t-elle dit. Ses mains tremblaient. Elle nous regardait comme on regarde quelqu'un qui vient de commettre une terrible erreur à votre place et qui ne peut pas revenir en arrière. « Ils vous ont entendu. Ils vont arriver. Vous devez vous cacher, tout le monde. Allez-y tout de suite !» Et toutes les femmes se sont mises en mouvement d'un seul coup. Elles se dispersèrent et chacune savait exactement où aller. Derrière des racks d'équipement, entre des panneaux muraux, dans des coins. Elles s'allongèrent ou se plaquèrent contre le sol, fermèrent les yeux et restèrent complètement, parfaitement immobiles. La femme m'attrapa le poignet avant de se laisser tomber au sol. « Le mur, les yeux fermés. Ne bouge pas. N'ouvre pas les yeux ou tu mourras. » Elle ferma les yeux. J'ai saisi la main d'Amara et nous avons trouvé un espace entre deux panneaux où nous nous sommes glissés. Puis j'ai fermé les yeux. Je les ai entendus avant de les sentir. Cela ne ressemblait pas à des pas, mais plutôt à un changement de pression. L'air dans le bâtiment est devenu lourd et étouffant. Puis il y a eu un bruit que je ne savais pas nommer, venant de trop de directions à la fois. Des portes métalliques se sont ouvertes en grand quelque part de l'autre côté de la pièce. Il y eut un mouvement rapide et saccadé, puis soudainement un silence, suivi d'un nouveau mouvement rapide. Quelque chose s'approcha de moi. Je sentis la température baisser avant de l'entendre. Une vague d'air froid, puis quelque chose contre ma gorge, puis contre ma clavicule. Ça prenait son temps. J'étais prêt à être attaqué. Mais ça passa son chemin. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, mais c'était assez long pour que mes jambes commencent à s'engourdir. Puis la femme à ma gauche a émis un son. Quelque chose de petit et d'involontaire. Le genre de bruit qu'un corps fait quand il est resté raide trop longtemps et que quelque chose en lui cède sans permission. Ils se sont jetés sur elle instantanément. Dans le chaos, sa main a trouvé ma jambe et s'y est agrippée, ses doigts se refermant autour de ma cheville de toutes ses forces. Et la violence de ce qui lui arrivait m'a entraîné sur le côté.
Je suis tombé lourdement, la joue contre le béton froid, et quelque chose de chaud m'a frappé le visage. Je suis resté allongé là, les yeux fermés, sans bouger. Je ne pouvais pas bouger. J'ai enfoncé mon visage dans le sol, et je suis resté là, laissant sa main se relâcher autour de ma cheville, sans bouger. Finalement, les bruits se sont éloignés. Les portes se sont refermées quelque part de l'autre côté de la pièce. La pression s'est relâchée, l'air est revenu. La femme à ma gauche ne s'est pas relevée. Elle s'appelait Priya. Je l'ai appris par la suite. Elle était dans l'établissement depuis 2 semaines avant notre arrivée. Elle avait une fille dont la photo était toujours sur son téléphone, posée sur le lit de camp où Priya avait dormi. Le téléphone était là le matin, mais Priya n'y était pas. Son lit de camp était fait et ses affaires rangées avec soin. Elle avait tout simplement disparu et personne n'en a parlé. J'ai passé le reste de la journée sans repenser à elle. Sarah semblait être celle qui dirigeait les opérations. Elle avait les cheveux courts, une voix douce et ce genre de sérénité qui vient du fait d'avoir survécu à tant de choses que l'on ne ressent plus cela comme une survie, mais simplement comme le fait d'exister. Elle nous fit asseoir et nous expliqua les règles comme on explique quelque chose qu'on a déjà expliqué trop de fois et dont on n'attend plus qu'il change quoi que ce soit. Les choses venaient dès qu'il y avait quelque chose de trop soudain ou de trop bruyant. On supposait qu'elle n'avait pas Dieu. Si l'on restait assez immobile et assez silencieux, on devenait peu appétissant à leurs yeux. Il y avait une alarme, une lumière rouge qui s'allumait au hasard, sans aucun schéma que quiconque ait pu déceler, mais toujours à la même heure de la nuit quand elle se déclenchait. Quand la lumière devenait rouge, les choses arrivaient avec elle. 30 secondes, peut-être moins, pour trouver sa place et fermer les yeux avant qu'elle ne soit déjà à l'intérieur. Au début, certaines femmes avaient essayé de désactiver l'alarme. Quoi qu'elles aient fait, cela ne changeait rien. L'alarme se déclenchait quand même, et quand c'était le cas, les créatures arrivaient plus vite, comme si la perturbation elle-même était quelque chose qu'elles pouvaient détecter. Les armes à feu n'ont fait qu'empirer les choses. Quelqu'un a bien essayé au début, mais le bruit les a plongés dans une frénésie sans nom, et cela a coûté la vie à 4 femmes avant que ça ne s'arrête. Et la sortie, Sarah en a parlé comme on parle de quelque chose qui ne mérite plus qu'on s'y attarde. Quoi qu'elles aient essayé, elles ne pouvaient pas repasser par là où elles étaient entrées. Elle n'a pas donné plus d'explications, et quelque chose dans sa façon de le dire m'a empêché de poser des questions. Les jours se sont installés dans un rythme. Entre les nuits, il y avait de la nourriture, des conversations calmes et une sorte de routine qui ressemblait presque à une vie. Nous avancions lentement. Nous parlions doucement. Nous existions dans cet établissement, comme on existe dans un endroit où l'on n'est pas sûr d'avoir le droit d'être. Mais quelque chose ne tournait pas rond dans mon corps, même à ce moment-là, et je ne me suis pas autorisé à y regarder de front. J'avais toujours faim. Pas la faim ordinaire que la nourriture apaise, une faim plus profonde, comme si on me privait de quelque chose à un niveau que je ne parvenais pas à cerner. J'étais fatigué d'une manière que le sommeil ne soulageait pas. Je me disais que c'était le stress. Je me disais que c'était tout ce que nous avions traversé avant de trouver cet endroit. Nous le remarquions tous, mais aucun d'entre nous ne le disait. Au bout de 3 semaines, Amara est venue me trouver. Elle était restée silencieuse pendant des jours, de cette manière particulière qu'elle a quand elle a décortiqué quelque chose et qu'elle a enfin toutes les pièces devant elle. Elle s'est assise près de moi et a parlé à voix basse. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose tout de suite, sans y réfléchir, » a-t-elle dit. « Regarde tes mains et compte tes doigts. » Je l'ai regardée avec un air ébahi. « Fais-le, c'est tout. » J'ai regardé mes mains et j'ai compté mes doigts. 11. J'ai compté à nouveau. 10. J'ai compté une 3e fois,
mais j'ai perdu le fil au milieu et j'ai dû recommencer. « Savais-tu que quand tu rêves, tu ne peux pas compter tes doigts ?» a dit Amara doucement. « Ton cerveau n'arrive pas à garder le nombre stable. Il change sans cesse. » Je regardais à nouveau mes mains. Le compte ne collait pas, d'une manière que je ne parvenais pas à cerner. Une partie de moi voulait dire qu'elle avait perdu la tête. Je comptais à nouveau mes doigts. « Et ces choses qui viennent la nuit ?» demandai-je. « Elles n'existent qu'ici, dans cette couche. Et les gens qu'elles tuent, ils meurent ici et ne reviennent pas. » Je pensais à Priya, au fait que je n'avais pas pensé à elle une seule fois depuis ce premier matin, au fait que son téléphone était toujours sur ce lit de camp et qu'aucun d'entre nous ne l'avait touché ni n'en avait parlé depuis. « Amara, si nous avons rêvé tout ce temps... » Je m'interrompis. « Où sont nos corps ?» Elle ne répondit pas tout de suite. « Ce qui arrive à nos corps dans le monde réel se répercute dans le rêve, » dit-elle enfin. « C'est ainsi que fonctionne l'esprit. Quand le corps est en danger, il ne se déconnecte pas simplement. Il traduit. Il transforme ce qui se passe en quelque chose que le cerveau endormi peut traiter. » Elle me regarda. « Ces choses qui viennent la nuit, je pense qu'elles sont la version onirique de quelque chose qui nous arrive réellement en ce moment même. Quelque part dans la réalité. Et la faim que nous ressentons, cette sensation que quelque chose ne va pas dans nos corps, c'est réel aussi. Ce sont nos corps qui envoient des informations par le seul canal qu'il leur reste. Alors, ceux qui se font tuer ici, dis-je, quelque chose les touche dans le monde réel, » m'expliqua-t-elle. « Et le rêve est la façon dont nous le découvrons. » Nous avons rapporté cela à Sarah. Elle a tout écouté sans interrompre. Quand Amara a eu fini, Sarah est restée silencieuse pendant un long moment et j'ai observé son visage sans pouvoir le déchiffrer. « Compte tes doigts » ai-je demandé. Sarah m'a regardé, puis elle a baissé les yeux vers ses mains. Quelque chose a bougé dans son expression et a disparu avant que je puisse le nommer. Elle a arrêté de compter sur le champ. Elle a pris son carnet, l'a ouvert à une page près du début et l'a posé sur la table. « J'ai tenu une liste, » a-t-elle dit. « Tous les noms dont je me souvenais, toutes les femmes et tous les hommes qui sont passés par ici. » Elle l'a tourné vers nous. 47 noms remplissaient la page d'une petite écriture soignée. Je ne reconnais pas un seul nom sur cette liste, à part ceux qui sont encore ici et Priya. Elle a marqué une pause. Je les ai tous notés moi-même. Je sais que c'est moi. Je sais que c'est mon écriture. Mais putain, je ne me souviens d'aucun d'entre eux. Personne ne parla. Il doit y avoir un moyen de se réveiller volontairement, dis-je. Si on s'entraîne à le faire pendant l'attaque, quand ils arrivent, on crie le mot « réveille-toi » dans notre tête, encore et encore, jusqu'à ce que quelque chose se brise. Le problème, c'est qu'on ne peut pas ouvrir les yeux pour vérifier quoi que ce soit sans se trahir. Donc, écrire le mot sur notre peau n'est peut-être qu'un dernier recours, quelque chose à regarder si le fait de crier ne fonctionne plus. Mais dès que tu ouvres les yeux, tu es visible pour eux. Ça doit donc être la toute dernière chose à faire. « Pourquoi seulement pendant l'attaque ?» demanda Sarah. « Si on est en train de rêver en ce moment, pourquoi ne peut-on pas simplement se réveiller maintenant ? Parce qu'en ce moment, ça semble complètement réel, » dit Amara. « Il n'y a rien contre quoi lutter. Le rêve est trop stable. Mais pendant l'attaque, la peur crée une brèche entre les deux couches. C'est le seul moment où la frontière devient accessible. C'est la même raison pour laquelle on peut se réveiller d'un cauchemar, alors qu'on ne se réveille presque jamais d'un rêve normal. C'est l'intensité qui l'ouvre. » Sarah resta silencieuse pendant un long moment. « Au début, nous avons essayé de nous battre, » dit-elle. « De crier fort, de résister. Chaque fois que nous le faisions, il venait en plus grand nombre, plus vite, comme si quelque chose
ajusté. Elle croisa les mains sur la table. Avant, je pensais qu'il nous chassait, mais je ne suis plus sûr de le penser encore. Personne ne lui demanda ce qu'elle pensait à la place. Nous avons écrit les mots « Réveille-toi » à l'intérieur de nos poignets gauches au marqueur noir, au cas où. Amara passait ses journées à s'entraîner, essayant de trouver ce que cela faisait de tenir deux choses à la fois, le rêve et la conscience du rêve, afin que le moment venu, elle ne le perde pas. 2 nuits plus tard, l'alarme se déclencha et les lumières devinrent rouges. J'ai trouvé ma place entre les panneaux. J'ai appuyé mon dos contre le mur, j'ai fermé les yeux, j'ai gardé les mots « réveille-toi » à l'esprit et j'ai attendu. Ils sont entrés rapidement. Le froid m'a frappé d'abord, puis le bruit de leurs pas dans la pièce. Et la peur est venue avec, pure et totale, du genre qui ne laisse de place à rien d'autre. J'ai crié les mots « réveille-toi » dans ma tête, encore et rien ne s'est passé. De l'autre côté de la pièce, quelqu'un était attaqué, je pouvais l'entendre, et les cris qui ont suivi ont été interrompus d'une manière que je ne décrirai pas. Quelque chose a bougé, le sol a tremblé, et d'autres bruits. Plus d'une personne. La pièce s'effondrait autour de moi, et je ne me réveillais toujours pas, et je n'avais pas le choix. J'ai ouvert les yeux, juste assez pour regarder mon poignet, et les lettres bougeaient. J'ai crié les mots à nouveau dans ma tête, et de toutes mes forces. Il ne s'est rien passé. Quelque chose avançait vers moi depuis l'autre bout de la pièce, rapidement et de plus en plus vite. Je n'avais plus le temps, j'étais toujours endormi, et j'allais mourir ici, et... La main d'Amara s'est refermée sur mon poignet, venant d'un endroit qui n'était pas le rêve. C'était froid, c'était réel, c'était tremblant. J'étais réveillé, et la première chose que j'ai remarquée, c'était l'air vicié. J'ai ouvert les yeux. C'étaient les mêmes murs, mais vides, sombres et vieux. La moitié des lumières étaient éteintes. Les autres projetaient une faible lueur jaune sur tout ce qui faisait ressembler la pièce à quelque chose d'abandonné en plein milieu d'une pensée. Des capsules bordaient les murs, alignées en rangées sur le sol. Chacune était juste assez large pour un corps. Des tubes entraient et sortaient. La plupart des écrans au-dessus d'elles étaient éteints. Quelques-uns fonctionnaient encore grâce au peu d'énergie qui restait. Certaines capsules s'étaient ouvertes d'elles-mêmes. Ce qui se passait à l'intérieur de celles-là durait depuis longtemps avant notre réveil, et quoi que ce soit qui les ait atteintes ne nous avait pas encore entendus. Cela restait concentré sur ce qui se trouvait déjà devant eux, et j'ai détourné le regard avant de pouvoir en voir davantage que ce que j'avais déjà vu. Amara était à mes côtés, la main toujours posée sur mon bras, à peine capable de se tenir debout. Je ne l'avais jamais vue aussi maigre. Ses yeux étaient enfoncés et éveillés d'une manière qui semble lui avoir coûté tout ce qui lui restait. Je baissai les yeux vers moi-même et ne reconnus pas ce que je voyais. La peau de mes bras pendait mollement, des os que je n'avais jamais pu voir auparavant. Je touchai mon visage et sentis mon crâne trop près de la surface, et je compris d'un seul coup ce que la faim nous avait dit tout ce temps. Tout autour de nous, les autres capsules étaient scellées. Les femmes, elles, étaient toujours à l'intérieur, toujours allongées, les yeux fermés, les moteurs allumés. Toujours dans l'établissement, toujours à l'abri de la lumière rouge, toujours convaincus que le rêve était le seul monde qui existait. Nous nous sommes dirigés vers la capsule la plus proche et avons essayé de l'ouvrir, mais en vain. Nous n'en avions pas la force, et nous n'avons trouvé aucun mécanisme à l'extérieur. Quant à ce qui se trouvait encore dans la pièce aux capsules fissurées, cela avait commencé à percevoir qu'une autre présence était éveillée dans le bâtiment. Nous pouvions l'entendre s'adapter. Nous n'avions pas le temps. Il n'y avait aucun moyen. La seule chose que nous pouvions faire était de sortir et de revenir avec de l'aide, ou de revenir avec quelque chose, et c'est cette pensée à laquelle je me suis accroché tandis qu'Amara m'entraînait vers la sortie. Il y avait une voiture dehors, garée, les clés à l'intérieur.
nous sommes montés aussi vite que nos corps nous le permettaient. J'ai conduit, car les mains d'Amara n'arrêtaient pas de trembler. Je ne sais pas exactement quand cela a commencé. Ce n'était pas un moment précis. C'était comme regarder une photo s'estomper alors qu'on la tient entre ses mains. Une minute, je voyais encore clairement les capsules. Et la fois suivante, où j'ai cherché à me représenter l'image, elle était plus floue. Les détails étaient toujours là, mais ils avaient cessé de me sembler comme quelque chose qui m'était arrivé et commençaient à me sembler comme quelque chose dont j'avais entendu parler une fois, auparavant. Au moment où nous avons rejoint l'autoroute principale, je n'aurais pas pu vous dire à quoi ressemblait l'intérieur de ce bâtiment. Au moment où le ciel a commencé à griser, je n'aurais pas pu vous dire pourquoi mes bras avaient cet aspect, ni pourquoi mes mains n'arrêtaient pas de trembler, ni pourquoi chaque fois que je regardais Amara, je ressentais quelque chose qui s'apparentait au chagrin, sans pouvoir identifier à quoi cela se rapportait. Je savais qu'il s'était passé quelque chose, j'en devinais les contours, mais quand j'essayais d'en saisir les détails, il n'y avait rien. Soudain, je me suis rendu compte que je roulais trop vite et que je ne me souvenais pas pourquoi j'étais si pressé. J'ai trouvé la carte sur la banquette arrière. 3 itinéraires marqués au stylo rouge. 2 d'entre eux étaient barrés de ma propre main. Je ne me souvenais pas les avoir barrés. Je fixai les croix pendant un long moment et sentis quelque chose derrière une porte que je ne voulais pas ouvrir. Puis je pliai la carte et la remis à sa place. La main d'Amara se posa sur mon bras. Je levai les yeux. Au coin sur l'autoroute, là où la route tournait et où la lisière des arbres s'interrompait, une lumière blanche émanait de quelque part sous terre, constante, électrique. J'ai regardé la lumière. Quelque chose en moi disait non. Quelque chose en moi disait de continuer. J'ai essayé de saisir ce sentiment, mais il avait déjà disparu. J'ai baissé les yeux vers mes mains et j'ai eu l'impression, pour une raison quelconque, d'avoir 2 doigts de plus. J'ai rapidement mis cela sur le compte de la fatigue. Amara et moi nous sommes regardés, puis nous avons pris la direction de la lumière.